Bonjour, donc moi je suis Marie-Christine Gromer, je suis chercheure à l'école des ponts Paris Tech dans un laboratoire qui s'appelle le LESU, Laboratoire Eau, Environnement, Système Urbain. Je développe mes recherches au sein d'une structure collaborative qui est l'Observatoire Eau Pure. C'est un observatoire d'hydrologie urbaine en Île-de-France qui s'intéresse à comprendre les flux de polluants dans les eaux urbaines, leurs sources, leurs processus de transfert dans le système urbain et leur devenir dans les ouvrages de gestion. Alors quand on parle d'eau urbaine, qu'est-ce que c'est ? C'est les eaux usées domestiques, c'est les eaux usées industrielles, mais c'est aussi les eaux liées au temps de pluie, donc les eaux qui ruissellent sur la ville et qui vont être collectées, soit de façon séparée, soit en les mélangeant avec les eaux usées. Alors moi je m'intéresse plus particulièrement à ce qui se passe dans le ruissellement. Donc, lorsqu'il pleut sur la ville, et aux polluants qui vont passer dans ces eaux de ruissellement et à leur devenir dans les ouvrages de gestion. Alors, si on considère le système urbain, en fait, on a une multiplicité de surfaces différentes dans l'enveloppe urbaine qui vont être lessivées par la pluie et qui vont émettre un certain nombre de composés, dont ce qu'on appelle des micropolluants. Un micropolluant, c'est un composé qui est présent à l'état de trace, à des concentrations très faibles, ça va aller de l'ordre du nanogramme par litre jusqu'au microgramme par litre. Mais ce sont des composés dont on sait qu'ils peuvent avoir des effets délétères pour l'environnement, voire pour la santé humaine, à ces niveaux très très faibles de concentration. En particulier lorsqu'ils sont en mélange avec une matrice contenant une grande diversité de composés. Alors qu'est-ce qu'on a comme principale source de contamination pour les eaux pluviales urbaines ? Bon, on a des apports qui viennent de l'atmosphère, donc soit directement dans les gouttes de pluie, soit la retombée en temps sec. Par contre, c'est en général moins de 20% du flux total. Donc ce n'est pas l'apport majoritaire, mais on a des apports qui peuvent être importants pour quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, sans vraiment le connaître si bien que ça, c'est tout l'apport lié au trafic automobile. On sait depuis assez longtemps qu'on a beaucoup de métaux issus du trafic automobile, qu'on a des hydrocarbures. On va voir qu'on n'a pas que ça, qu'on a d'autres choses aussi, dont des micropolluants organiques. Ce à quoi on s'est intéressé finalement plus tardivement, c'est tous les apports par les matériaux de construction. Dans les matériaux de construction, on a des matériaux métalliques, beaucoup de zinc, de cuivre, du plomb, etc. Mais on a aussi et de plus en plus des matériaux polymériques, donc des matériaux synthétiques, plastiques, qui sont susceptibles d'émettre un certain nombre de composés organiques, notamment des adjuvants qui sont ajoutés dans ces composés. Alors, parmi lesquels on peut citer des plastifiants comme des phtalates, des retardateurs de flamme. Le biphénol A, vous avez dû en entendre parler dans d'autres cadres, notamment puisqu'il a été banni des contenants alimentaires, mais il était très présent pendant des années. Les alkylphénols, alors ça c'est un composé de synthèse, ce sont des surfactants, mais qui entrent dans beaucoup de processus industriels de fabrication. Et puis un sujet vraiment d'actualité, c'est la question des agents biocides. Alors on a beaucoup travaillé dans le passé sur les pesticides, donc plutôt ce qui va être utilisé pour l'entretien des espaces verts, y compris en milieu urbain. Ce qu'on est arrivé assez bien à maîtriser actuellement. Par contre, les mêmes molécules qui étaient utilisées en pesticides pour le traitement des plantes sont aussi utilisées en biocides, par exemple dans certains matériaux de construction, les peintures, les crépis, où de plus en plus on ajoute ce type de composés pour protéger en fait des salissures.
Oui, je vous ai parlé, j'ai évoqué les pratiques d'entretien, donc sur les espaces verts, mais aussi sur les surfaces urbaines. Voilà, donc les sources en fait sont vraiment multiples parce qu'on a vraiment une diversité en fait de matériaux et de types de surface et de types d'usage dans l'environnement urbain. Les composés potentiellement d'intérêt sont aussi très nombreux. Les concentrations en jeu, alors on est sur des concentrations à l'état de trace très faibles et en plus ça va être très variable d'un type de surface à un autre en fonction à la fois du matériau et en fonction de l'usage. On est en fait sur une contamination qui correspond à une contamination diffuse avec des concentrations qui sont faibles mais liées à des volumes en jeu qui sont très importants. Parce que les volumes de ruissellement générés par une ville, compte tenu du niveau d'imperméabilisation, sont très importants. Et donc les masses qui en résultent, la masse c'est la concentration fois le volume. Même si on a des concentrations faibles, si on a des grands volumes, on a des apports vers les milieux aquatiques récepteurs qui peuvent contribuer de façon non négligeable à la pollution diffuse de ces milieux. Alors, comment on a eu l'habitude jusqu'à présent de gérer les eaux de pluie en ville? Le système qui a été mis en place dans nos villes à partir du 19e siècle, c'est un système centralisé de collecte dans des réseaux, dans des tuyaux, qui va avoir tendance à concentrer en fait les flux d'eau et les flux de polluants sur un certain nombre de points de rejet. Et c'est un système qui connaît ses limites, je dirais, déjà depuis quelques décennies, à la fois d'un point de vue purement hydraulique, puisque nos systèmes d'assainissement, lorsqu'il pleut fort, sont limités en capacité et on a des problèmes d'inondation urbaine. Et on voit que ces systèmes, tels qu'ils ont été imaginés, ils contribuent à la pollution des milieux récepteurs. Quand c'est un système unitaire, on a une station d'épuration au bout qui va pouvoir traiter une partie, mais lorsqu'il pleut fort, la station d'épuration n'a pas la capacité pour traiter l'ensemble de ce flux. Et quand c'est un système dit séparatif, ça veut dire qu'on a deux tuyaux différents, l'un pour les eaux usées et l'autre pour les eaux pluviales. Le rejet d'eau pluviale, normalement, dans le cas classique, se fait sans aucun traitement vers le milieu. Et actuellement, ce n'est pas envisageable d'épurer toutes les eaux pluviales produites par la ville avant rejet. Ce serait beaucoup trop coûteux et nécessiterait des capacités de traitement qu'on ne pourra pas mettre en œuvre. Donc il va falloir réfléchir autrement. Pour les eaux usées, on avait la solution traitement centralisé. Pour les eaux de temps de pluie, le traitement centralisé, il existe dans certains cas où on a des rejets vers des milieux sensibles, mais ça ne peut pas être le cas, la solution générale. Alors actuellement, on essaie de réfléchir différemment sur les modes de gestion de la pluie en ville pour revenir vers finalement un fonctionnement hydrologique plus proche du cycle hydrologique naturel et compenser l'effet de l'imperméabilisation urbaine. C'est ce qu'on appelle les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, où l'idée est de dire, plutôt que de collecter ça dans des tuyaux et de l'emmener au loin, on va essayer de gérer la pluie au plus près de l'endroit où elle tombe, dans des petits ouvrages intégrés à l'urbanisme et diffus. Et on va autant que possible essayer de favoriser l'infiltration, le retour de l'eau au sol et son évapotranspiration en privilégiant des solutions végétalisées fondées sur la nature. Alors, le lien entre ça et la maîtrise des flux polluants, en fait, si on veut maîtriser les flux polluants issus des eaux pluviales, on va devoir travailler sur 3 axes. Le premier, qui devrait être le prioritaire, c'est limiter la production des polluants. Alors, limiter les émissions. Ça voudrait dire agir sur les sources. C'est pas toujours facile. On a des exemples où ça a marché. Par exemple, le plomb. Le passage à l'essence sans plomb a été très très efficace en termes de réduction des flux de plomb issus des milieux urbains. Ça a
pas trop mal marché aussi sur les pesticides, avec les nouvelles réglementations qui limitent fortement les usages de pesticides en milieu urbain, si ce n'est qu'on les retrouve en biocide. Mais on ne pourra pas vraisemblablement éliminer toutes les sources de tous les micropolluants liés à nos modes de vie. Alors une deuxième façon de limiter l'émission, c'est aussi de désimperméabiliser les surfaces pour limiter le ruissellement, pour qu'on ne forme plus autant de ruissellement. Après, si on ne peut pas empêcher les polluants de passer dans l'eau et de ruisseler, ben on va essayer de limiter le transfert de ces polluants jusqu'au milieu aquatique superficiel. Pour limiter le transfert, on favorise en fait l'infiltration de l'eau, donc on va plutôt la gérer et l'envoyer vers le sol, et son évapotranspiration, et donc le piégeage en fait des composés qui sont présents dans ces eaux de ruissellement dans le sol. Bon, on pourra en rediscuter, j'ai pas prévu tellement de développer cet aspect-là, mais on pourra en discuter après de ce que ça devient dans le sol. Et puis en même temps qu'on fait ça, on va essayer de favoriser des processus de dépollution, donc des processus de rétention des polluants et de dégradation pour ceux qui sont dégradables. Alors les principaux processus qui vont être efficaces pour la gestion de ces eaux de ruissellement, c'est la sédimentation sur les particules les plus grosses, la filtration sur les particules très fines qu'on a également, et l'absorption pour les polluants dissous. Alors tout ça, ça se fait dans je vous ai dit, dans des petits ouvrages intégrés dans l'urbanisme. Vous en avez sûrement vu sans forcément savoir ce que c'est. Il y a une grande diversité de solutions pour gérer les eaux de ruissellement au plus près de l'endroit où tombe l'eau. Ce sont des exemples de toitures végétalisées, les noues, comme ce que vous avez là ou là, des bandes enherbées, les jardins de pluie, les biofiltres. Ça, c'est plutôt des solutions vertes. Et puis, il y a des solutions aussi plus de génie civil, comme les parkings perméables. Alors, je voulais vous faire un focus plus particulièrement sur le cas des eaux de ruissellement issues des voiries et des parkings, parce que nous venons de terminer en fait un projet, qui est le projet Rouler Pur, qui a été développé à partir de 2015, dans le cadre de l'appel à projet lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines de l'Agence française de la biodiversité et des agences de l'eau. Donc c'était un des 13 projets qui avaient été financés dans cet appel-là. Et sa particularité, c'était de focaliser donc sur les eaux de ruissellement de voirie et les solutions, l'évaluation de l'efficacité de différentes solutions de gestion à la source des micropolluants véhiculés par ces eaux. Donc c'est un projet collaboratif auquel ont participé trois centres de recherche dans le Lésu, 3 collectivités territoriales et aussi 2 partenaires privés. Bon, pourquoi les eaux de voirie? Mais je l'ai déjà un peu dit, c'est que à la fois on les a étudiées depuis les années 80 en termes de contamination en métaux et en hydrocarbures, et en même temps on connaissait finalement assez peu de choses sur les autres polluants susceptibles d'être présents dans ces eaux, alors qu'on se doute que dans ces eaux-là on a potentiellement une matrice assez complexe de micropolluants. L'autre point, c'est que c'est des eaux qui vont être de qualité très variable selon le type de voirie. Et on imaginait dès le départ qu'on n'aurait pas une solution unique, adaptable à toutes les voiries et tous les parkings, et qu'il allait sûrement falloir décliner un peu les différentes solutions possibles en fonction du contexte physique, le type de voie, le type de fréquentation, en fonction de l'environnement, qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a comme place autour, et aussi en fonction du contexte institutionnel, de qui gère cette voirie, qui pourra gérer les ouvrages, etc. Alors dans le projet Rouler Pur, il y avait 4 grandes parties. Il y a une première partie qui visait à mieux comprendre la composition des eaux de voirie et travailler un peu plus sur les sources primaires de certains micropolluants.
Il y avait un deuxième volet qui était un volet expérimental assez lourd qui visait à suivre l'efficacité de dispositifs réels en fonction dans la vraie vie, en termes de fonctionnement hydrologique, en termes de transfert des polluants, plutôt la chimie, et aussi en termes de toxicité. Il y a eu un volet sur l'analyse de cycle de vie des ouvrages étudiés. L'idée étant de dire qu'il ne suffit pas d'être très efficace en termes de dépollution, mais il faut aussi voir ce que la construction de l'ouvrage de traitement, son fonctionnement et sa fin de vie risquent d'induire comme pollution indirecte. Il ne s'agirait pas de polluer plus que ce qu'on a réussi à piéger. Et il y a eu un volet plus autour des sciences humaines et sociales sur les conditions d'appropriation de ces solutions par les acteurs qui en auront la charge, à la fois ceux qui sont au départ dans la conception et ceux qui derrière récupèrent le système et doivent le gérer et le faire fonctionner, parce que souvent ce ne sont pas les mêmes, en fait, les mêmes services. Alors aujourd'hui, je vais plus vous parler de ça, là, de l'efficacité des solutions de traitement. Si vous avez des questions, on pourra aborder le reste. Donc nous nous sommes intéressés à 4 sites d'études en région Île-de-France, qui correspondent à 4 contextes de voirie assez contrastés. On avait un parking à Villeneuve-le-Roi, dans une zone résidentielle, donc un parking avec une fréquentation assez limitée. Une voirie urbaine au centre-ville de Rosny-sous-Bois. Et puis 2 autres types de voiries avec des fréquentations beaucoup plus fortes, notamment la voie sur Berge à Paris, près de l'hôtel de ville, avant qu'elle ne soit rendue piétonne. D'ailleurs, on a dû un peu écourter nos expérimentations parce qu'on venait à peine de démarrer qu'on nous a dit « Désolé, dans 9 mois c'est fini, il n'y a plus de voitures ». Et puis le dernier site, il se trouve à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est une route départementale à Compan qui dessert aussi une grosse zone industrielle. Donc c'est une route à forte fréquentation et avec beaucoup de poids lourds. Donc on a à peu près... En termes de nombre de véhicules jour, il y en avait plus à Paris, mais le cas particulier de Compan, c'était vraiment la fréquentation en poids lourd. Donc c'est des cas qui sont aussi contrastés en termes d'environnement urbain. Là, on est vraiment en centre-ville, alors qu'à Compan, on est en zone périurbaine, avec déjà beaucoup plus d'espace disponible autour de la voirie. Et puis à Paris, c'était une zone vraiment très très contrainte. Il n'y a pas de place à cet endroit-là pour faire grand-chose, quoi. Du coup, les solutions qui ont été testées sont aussi des solutions qui sont très contrastées. Ce sont des dispositifs qui avaient été mis en œuvre par les collectivités partenaires du projet, donc qui presque tous étaient déjà en fonction au moment du démarrage du projet. Alors, dans le cas du parking, on s'est intéressé au cas de la mise en place d'un parking perméable végétalisé. Sur le site de Rosny-sous-Bois, les eaux de ruissellement de cette voirie étaient traitées par des petits filtres à sable. Alors là, on voit que la végétalisation qui est au-dessus, qui était purement, je dirais, décorative, le filtre à sable est en dessous. Sur Compan, c'était le dispositif, je vais dire, le plus naturel ou le plus rustique, avec le moins de génie civil. On a étudié 2 systèmes, des bandes enherbées végétalisées, donc qui font à peu près 2 mètres de large, sur lesquelles l'eau ruisselle superficiellement et va s'infiltrer, être filtrée au travers d'une couche, d'un mélange terre-sable, une couche filtrante qui faisait une quinzaine de centimètres. Et on s'est également intéressé à un système d'une noue. Donc une noue, c'est une petite dépression végétalisée, et en dessous, on a un massif filtrant qui fait 50 cm de profondeur, qui est également constitué d'un mélange de terre végétale et de sable.
Alors ces dispositifs, ils ont été drainés et dans le cas de l'anneau étanché, vraiment pour les besoins de l'expérimentation, parce qu'on avait besoin d'arriver à collecter l'eau pour l'analyser. Mais dans le fonctionnement, dans la conception en fait du département de Seine-et-Marne qui avait réfléchi avec nous à ces systèmes-là, leur idée c'était dans le cas non expérimental de ne pas étancher les systèmes et de permettre également l'infiltration des eaux. Et alors le dernier cas de figure, celui de Paris, c'est un peu différent puisque c'est un dispositif pour le coup complètement industrialisé, préfabriqué, vendu par la société Saint-Dizier Environnement, qui s'appelle le Stoppol, qui est une sorte de petit décanteur avec ce que vous avez là, ce sont des assiettes de décantation pour récupérer la partie particulière, et en sortie, il y a une espèce de cartouche filtrante qui est ajoutée, qui contient différents matériaux, dont du charbon actif, dont l'objectif était d'arriver à piéger les micropolluants dissous. Alors ce dispositif-là avait été choisi dans le cas de Paris à cause de la forte contrainte en termes d'espace disponible. Alors, si je reprends un peu ce que j'ai dit sur les caractéristiques à la fois des sites et des ouvrages, donc 4 sites avec des niveaux de contamination contrastés. On a 2 sites à forte contamination, Paris et Compan. Rosny, c'est une contamination moyenne. Villeneuve, les niveaux de concentration étaient plutôt faibles. On a des solutions techniques différentes avec des choses plus ou moins compactes ou plus ou moins diffuses. Si on prend le cas du parking perméable, en fait, la goutte d'eau qui tombe pénètre directement dedans. Donc on peut dire la surface, entre guillemets, d'ouvrage de traitement est égale à la surface du bassin versant d'apport. Donc c'est le cas le plus diffus qu'on puisse imaginer, le plus extensif. Le cas le plus intensif, c'est celui du dépollueur compact mis à Paris, qui est certes un dispositif décentralisé, mais qui gère quand même 1000 m² de bassin versant pour une surface au sol de l'ouvrage qui doit être à peu près 1 m². On a des processus différents qui peuvent avoir lieu dans ces ouvrages, puisque si prenons le fonctionnement hydrologique, dans le cas du dépollueur compact, en gros c'est une bassine avec une entrée et une sortie, donc c'est complètement conservatif en termes de volume, et le temps de séjour est très court. Par contre, sur les autres dispositifs, vous avez certains les 3 autres permettent de la rétention d'eau dans le sol, dans le substrat pour la noue, par capillarité, dans le substrat du parking perméable également. Dans le cas des filtres à sable, il y avait en fait un stockage en entrée du filtre. Donc ce n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'abattement des volumes d'eau. À peu près tout ce qui rentre sort, mais on a un effet dynamique puisqu'on a un stockage et de la régulation, donc une diminution des débits. Et donc le système des noues ou des bandes enherbées de Compan, de même que le parking végétalisé, permettent de l'évapotranspiration. Donc on a des effets de réduction des volumes ruisselés qui ressortent de ces ouvrages-là. En termes de processus épuratoire, on a aussi là en fait 2 catégories, puisque le dépollueur compact, le principal processus, ça va être la sédimentation. Il est censé faire aussi un peu de filtration et d'adsorption, mais d'après nos résultats, c'est quand même le processus de sédimentation qui domine. Tandis que sur les 3 autres systèmes, le processus dominant, c'est de la filtration, puisque l'eau traverse une matrice poreuse, qui est soit du sable sur Rosny, soit un mélange terre-sable sur Compan, soit un matériau spécifique pour les parkings végétalisés, qui est un substrat
fabriqués en fait par l'entreprise qui commercialise ces parkings avec des mélanges de pouzzolane, de matière d'un peu de compost, de tesson, de terre cuite, etc. Bon, alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé des micropolluants dans nos eaux de ruissellement de voirie? Ben, oui, à peu près tous ceux qu'on a cherchés presque. Qu'est-ce qu'on trouve comme micropolluants? Bon, ça c'est une image un peu de synthèse de l'ensemble de ce qu'on a retrouvé avec les gammes de concentration. Alors la gamme de concentration, on a 5 ordres de grandeur, hein. Ça va du nanogramme par litre jusqu'à la centaine de microgrammes par litre, en suivant ce qu'on regarde. Donc dans les concentrations les plus fortes, ce sont les métaux qu'on retrouve. Alors cuivre, zinc, c'est vraiment typique du ruissellement urbain et en particulier du ruissellement de voirie parce que cuivre et zinc, on va en avoir dans les pneumatiques et dans les plaquettes de frein. Le plomb, on en trouve encore, même si on en trouve beaucoup moins. Il y a quand même des concentrations plus faibles. D'autres métaux assez typiques de tout ce qui est urbain, le nickel, le chrome, le vanadium. Ce qu'on avait peu étudié jusqu'à présent, c'est l'antimoine. Et l'antimoine, on en trouve pas mal dans les eaux de ruissellement de voirie à cause des plaquettes de frein. Voilà, et puis après, dans les composés organiques, alors toujours ceux qui sont vraiment emblématiques de la voirie, c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des résidus de combustion incomplète, donc c'est émis par les véhicules. Et des choses qui sont un petit peu moins connues, mais on a les plastifiants, dont le DEHP, qui est très présent. On retrouve les alkylphénols, et notamment le nonylphénol, et à une concentration à peu près 10 fois moindre l'octylphénol. Ce sont des micropolluants qui sont ciblés par la directive cadre sur l'eau, comme polluants prioritaires à réduire dans nos milieux aquatiques. Voilà, puis après des choses un peu moins, des retardateurs de flammes bromés. Bon, présence récurrente de métaux, d'hydrocarbures, alkylphénol, biphénol A, phtalate, on les retrouve systématiquement. Et puis, de façon un peu moins systématique, les retardateurs de flammes. Alors sur nos 4 sites, les résultats confirment ce qu'on attendait. On s'attendait à avoir un gradient de concentration entre les sites. Fort heureusement, ce qu'on a obtenu correspond à ça. Ce que vous avez là, ce sont les 4 sites Villeneuve, Rosny, Paris, Compan, à chaque fois, pour les matières en suspension, cuivre, zinc, la somme des HAP, le biphénol A, nonylphénol, octylphénol. Et on voit que le site de Villeneuve est systématiquement celui avec les concentrations médianes les plus faibles. Des fois, elles sont même très faibles comparées aux autres. Rosny, c'est notre site un peu intermédiaire. Et puis les 2 sites à forte contamination, c'est la Voie-sur-Berge à Paris et surtout cette départementale à Compan. Vous voyez qu'elle ressort très fort, par exemple, sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et le nonylphénol aussi. Ce sont les concentrations avant filtration? Ça, ce sont les concentrations dans les eaux ruisselées avant traitement, brutes. Mais ça nous montre bien qu'on ne va clairement pas devoir rechercher les mêmes types de solutions pour gérer l'eau de Villeneuve ou celle de Compan. Quand on regarde le cas de Villeneuve, on a des concentrations très faibles, dépolluées, ça n'aura pas tellement de sens. Ce qui ne veut pas dire que ce type de parking ne contribue pas quand même à la pollution des milieux, mais il va falloir réfléchir autrement qu'en termes de dépollution. Et dans le cas de Compan, vu les niveaux de contamination qu'on a, là on va se dire qu'il va falloir faire quelque chose pour limiter les contaminants avant de continuer plus loin. Alors j'en viens à l'efficacité des 4 ouvrages étudiés. Et ce que je vous présente là, d'abord, c'est le cas des matières en suspension. Les matières en suspension, c'est un paramètre global, mais qui est un indicateur très important, parce que beaucoup de micropolluants véhiculés par les eaux pluviales sont en fait sous forme particulière, sont fixés sur les matières en suspension.
Donc si on arrive à éliminer les matières en suspension, on sait qu'on arrive déjà à éliminer aussi une partie ou à piéger une partie des micropolluants associés. Donc ce qui est présenté sur ce graphe-là, c'est le pourcentage d'abattement entre l'entrée et la sortie de l'ouvrage pour les différents événements pluvieux étudiés. Alors, en médiane, le petit rectangle, et puis la variabilité d'un événement pluvieux à un autre. Bon, nos 4 dispositifs de gestion sont plutôt efficaces quand même pour les matières en suspension, si ce n'est que les 2 premiers, là, vous voyez que la variabilité, ça marche des fois bien et des fois moins bien. En fait, quand on regarde ces résultats d'abattement, il faut faire le lien aussi avec la concentration qu'on a en entrée, qui est symbolisée ici par la taille de ces bulles. Effectivement, sur le parking ou sur Rosny, la concentration médiane en entrée, 30-50 milligrammes par litre, alors que sur Paris ou Compan, on est plutôt autour de 200 à 300 milligrammes par litre. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de piéger des matières en suspension quand il y a quelque chose à piéger que quand il n'y en a pas. Donc, cette variabilité, cette efficacité qui est assez variable, elle est liée au fait que dans les eaux entrantes, des fois, les charges particulières, finalement, sont assez faibles. L'autre point à regarder, c'est ce qui est représenté là, ce que j'ai appelé la pression hydrologique sur l'ouvrage. C'est-à-dire c'est la charge qu'il a gérée par an, exprimée en mètres de colonne d'eau par an. Donc c'est le rapport entre le volume d'eau traité et la surface dont on dispose pour traiter. Alors, on est dans le cas du parking, on est à 650 mm de pluie par an, donc on est à peu près à 1 mètre d'eau par an de pression hydrologique. Alors que dans le cas extrême du dépollueur compact, qui gère les 1000 m² en 1 m² de surface, on est à une charge de 519 mètres de colonne d'eau par an. Et évidemment, on ne peut pas attendre la même efficacité de quelque chose qui gère 1 mètre par an et de quelque chose qui gère 500 mètres par an. Parce que les temps de séjour, ici, ils vont forcément être réduits. Ce qui explique sans doute aussi que sur ce dispositif compact, l'efficacité est un peu moins bonne et plus variable. Alors, ce qui semble finalement fonctionner le mieux ici pour la fraction particulière, ce sont les systèmes qui permettent une filtration au travers d'un sol ou d'un substrat végétalisé, comme le cas de l'accotement filtrant ou de la noue filtrante, où non seulement on a des performances d'abattement MES toujours extrêmement bonnes, mais c'est aussi le cas où on arrive à atteindre les concentrations en sortie les plus faibles. Donc, si on veut passer en dessous des 30 mg par litre de matière en suspension dans les eaux de sortie, en fait, à part faire de la filtration, il n'y a pas grand-chose qui marche. Alors ça, c'est pour les matières en suspension, mais qu'est-ce qu'il en est des micropolluants ? Donc ce graphique-là, il synthétise les résultats pour l'ensemble des micropolluants qui ont été étudiés en entrée-sortie. Ils sont groupés en 4 familles. La première partie en bleu, ce sont les composés métalliques. Ensuite, en jaune, vous avez les hydrocarbures totaux et différents composés de la famille des HAP. En rose, là, le biphénolat et puis une série de composés de la famille des alkylphénols. Et en orange, à la fin, il y a 5 composés de la famille des phtalates. Et les barres, en fait, représentent le ratio entre la concentration médiane après traitement divisé par la concentration médiane avant traitement. Donc, si on est inférieur à 1, c'est qu'on a bien réduit les concentrations. Si on est supérieur à 1, c'est qu'on a des concentrations plus fortes en sortie qu'en entrée. Bon, heureusement pour nous, on est généralement quand même bien inférieur à 1. On arrive
abattre 90% pour certains polluants, notamment avec le système de la noue filtrante. Les performances sont variables entre les dispositifs et elles sont aussi variables en fonction des polluants. Alors, là où ça marche le mieux, c'est pour les polluants hydrophobes qui vont être essentiellement sous forme particulière, tels que tout ce qui est hydrocarbures. Sont également hydrophobes un certain nombre de phtalates qu'on a là. Pour les alkylphénols, on a une fraction dissoute qui peut être plus importante et dont on voit qu'on arrive moins bien en fait à la traiter. Les performances en termes d'abattement concentration sont généralement plus faibles, sauf dans certains cas où on arrive à faire de l'adsorption sur le substrat, comme là l'octylphénol sur le mélange terre-sable. Et puis on a quelques cas là où on passe au-dessus de 1. Alors pour les métaux, c'est plutôt, ce ne sont pas les métaux emblématiques du ruissellement, c'est plutôt des composés plutôt terrigènes et qui vont être émis par certains substrats, comme par exemple le cas du strontium, là, qui va être lessivé des substrats. Ce qui est peut-être plus embêtant, c'est les émissions qu'on a là sur certains composés organiques, comme biphénol A, le nonylphénol, là, qu'on a observé au niveau de la sortie du parking végétalisé pour les barres bleues, ainsi qu'au niveau du dépollueur compact, voire ici pour la noue filtrante, et qui nous disent que dans certains cas, les matériaux de construction qui ont été utilisés pour construire ces ouvrages de traitement émettent eux-mêmes certains micropolluants. Ce qui est quand même un peu embêtant, parce que si on traite pour émettre plus... Ça, c'est le même type de graphique, mais pour la phase dissoute. Et pour la phase dissoute, donc ce qui passe au travers d'un filtre porosité 0,45 microns, ça se passe beaucoup moins bien. On a beaucoup moins de composés qu'on arrive à piéger. Bon, typiquement pour les métaux dissous, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. On est même plutôt dans une tendance à avoir des concentrations un peu plus fortes en sortie. Pour les composés organiques, c'est plus variable. Les HAP, ça marche plutôt bien. Les phtalates à peu près, les alkylphénols c'est plus variable puisqu'on va retrouver ici également ces émissions de composés dissous qui proviennent du lessivage de certains matériaux. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être passer un peu plus vite. Oui, je voulais faire un focus sur le cas du cuivre pour vous illustrer en fait la différence entre maîtriser des flux polluants et dépolluer. Là, j'ai repris dans le cas du cuivre l'abattement médian des concentrations pour les 4 dispositifs étudiés. On voit que sur la noue filtrante, le cuivre était très bien retenu. En médiane, 75% du cuivre était piégé. Ça s'explique notamment parce que sur ce site, le cuivre était très particulier en entrée. Par contre, sur les 3 autres sites, c'est un petit peu décevant. Finalement, on réduit que de 25-30% ces concentrations. Donc on se dit, c'est pas si efficace de ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de réduire la concentration. Ce qui nous intéresse, c'est de réduire la masse polluante qui va arriver au milieu. Et donc, ça va dépendre également beaucoup de comment ça se comporte en termes de flux d'eau. Si on regarde les barres bleues ici, il s'agit de la réduction du volume d'eau entre l'entrée et la sortie de l'ouvrage. Typiquement sur le cas du parking perméable, la plupart du temps, quand il pleut, il n'y a pas d'eau qui ressort du parking. Il y a un drain au fond de ce parking parce que le fond de forme est pas très perméable. On est sur un sol pas très perméable qui en plus a été compacté. Mais la structure, en fait, permet d'absorber une grande partie de l'eau de pluie et ensuite de l'évapotranspirer après coup. Ce qui fait que, comme il y a presque pas d'eau qui va en sortir à l'échelle annuelle. On a également des abattements sur la noue filtrante qui évapotranspire aussi, mais comme elle draine quand même une surface beaucoup plus grande, la proportion qu'elle arrive à évacuer par évapotranspiration va être plus limitée.
Et par contre, sur les deux autres dispositifs, en fait, on n'a pas d'effet en termes de réduction des flux d'eau, parce que ce n'était pas ce qui avait été recherché à la conception de l'ouvrage. Et au final, si on regarde ce qui nous intéresse, nous, vraiment, qui est de réduire la masse polluante, mais la meilleure efficacité en termes de réduction des masses polluantes, ce n'est pas forcément celle qui correspond à l'ouvrage qui dépollue le mieux en concentration. Donc, ce qui veut dire que si on veut, il va falloir qu'on réfléchisse à des ouvrages qui combinent à la fois des processus épuratoires et aussi des processus de réduction des volumes d'eau, des processus hydrologiques. Bon, ce graphe-là, il dit exactement la même chose. Les chiffres qui sont là, c'est le flux annuel de cuivre généré par la voirie, par mètre carré de bassin versant, et entrant dans l'ouvrage. Donc on a un facteur 10 entre le parking de Villeneuve et puis la voie sur Berge à Paris. Et en dessous, c'est le flux annuel qui ressort après traitement. Donc sur les deux cas de Compan Paris, on était sur des sites qui génèrent des flux annuels importants. Et le fait d'avoir mis nos ouvrages, et en particulier le cas des ouvrages basés sur de la filtration à travers le sol, permet de réduire de façon vraiment intéressante ces flux. Mais on reste à un niveau de flux qui finalement est comparable à ce qu'on avait sur les autres voiries moins polluées avant traitement. Et si on veut vraiment arriver à réduire très significativement le flux qui va allier jusqu'au milieu aquatique récepteur, il faut jouer sur la rétention d'eau, comme c'est le cas ici, dans le cas du parking. Donc en gros, finalement, est-ce qu'il faut dépolluer ou pas? Ce qu'il faut, c'est maîtriser les flux. Et pour maîtriser les flux, ça peut impliquer une étape dépollution quand on est sur des sites à fort potentiel polluant. Et dans tous les cas, ça doit être complété par une étape réduction des volumes de ruissellement, qu'on soit sur des sites où le potentiel de contamination est plutôt limité, ou qu'on soit sur des sites où le potentiel est plus fort et on a déjà dépollué, mais il faut aller plus loin en empêchant en fait l'eau d'atteindre le milieu aquatique. Voilà, donc en conclusion, la gestion alternative des eaux pluviales, est-ce que c'est une approche intéressante pour maîtriser les flux polluants de ruissellement? Oui, très certainement, à condition quand même de bien réfléchir à ce qu'on fait et de bien adapter la solution au contexte local, adapter la solution au potentiel de contamination des sites, suivant le cas. On va chercher à dépolluer, non. Et quand on cherche à dépolluer, ce qui semble plus efficace sur le cas des ruissellements, c'est ce qui permet une filtration en travers d'une matrice poreuse et de préférence un dispositif végétalisé. Privilégier dans tous les cas, veiller à réfléchir à l'abattement des volumes, réduire les volumes de ruissellement, c'est quand même le point de base. Et puis ce qu'on a découvert au cours de ces travaux, c'est qu'il fallait aussi faire attention aux matériaux qu'on utilise pour concevoir les systèmes. Voilà, merci.